on va passer à Véronique Naungrap. Donc, peut-être je te laisse faire en roue libre par rapport à ce que tu as écrit. Je vous rappelle la publication en vente ici au 8 euros. On a parlé de la marche. Je voudrais bien que tu nous en parles parce que la marche comme outil politique important de découverte et de réappropriation du territoire, tu as écrit là-dessus. Donc je te cède la parole. Après tout. Alors, merci de m'avoir invité et je préviens tout de suite, j'ai un rhume, donc si je tousse lamentablement, je m'excuse à l'avance. Voilà, bon, ça peut m'arriver. Alors, voilà. Et donc, oui, disons que je trouve fascinant les deux exemples. Hein, et je me dis, en Belgique, je trouve qu'il y a quelque chose quand même de différent. Il y a cette tradition aussi, enfin là, je pense au parcours citoyen de l'association Cause Commune, il y a cette tradition formidable de respecter et de penser que l'espace réel du terrain peut être un terreau, que le terrain peut être un terreau au lieu de... Et en même temps, ce qui s'est passé aussi à Lens est très beau aussi. Donc les deux exemples sont formidables, je trouve. Disons que moi, du point de vue de l'anthropologie, de l'ethnophénoménologie que je pratique et qui est une discipline qui n'existe pas, mais c'est la seule que je pratique, j'arrive un peu de façon transversale et voilà, en me posant la question, qu'est-ce qu'habitait le dehors dans nos sociétés contemporaines actuelles. Et pour l'anthropologue, le mot culture n'est pas du tout la culture cultivée des musées ou des productions d'un artiste, fût-il un artiste collectif. Bon. Mais la culture, c'est ce qui, dans un groupe donné, ou les cultures au pluriel, c'est ce qui nous permet non seulement de rendre compréhensible ce qu'il y a autour de nous, mais en plus de survivre, d'organiser les rêveries, les projets, etc. C'est la culture, elle structure la définition du réel. Elle n'est pas là pour venir le faire fleurir, vous voyez, pour l'anthropologue. Ce sont deux choses différentes. Alors, ça fait plusieurs années, et donc j'expliquais, je retourne de plus en plus sur le terrain, que je réfléchis et je vois que en même temps, c'est une problématique collective. Il y a le dernier livre de Thierry Pacaud, il y a le livre d'Olivier Bongin, La ville des flux. Donc c'est ce constat que donnent les démographes depuis environ une quinzaine d'années, sur lequel il y a un consensus. C'est que, bon, au XXIe siècle, la plupart des populations connues, et sur les 3 continents, et sur l'ensemble des continents, vont habiter les espaces périurbains. Les centres-villes patrimonialisés, historicisés, vont être plus ou moins... Alors en Amérique latine, ils ont été ravagés. En Europe, il y a une espèce de protection. Parfois, ça a été très menacé, etc. Vont être gardés. Et puis, tout autour, donc même c'est à Paris, c'est vraiment un emblème, puisqu'il y a cette fermeture de la ceinture du périphérique. Et tout autour, si vous voulez, s'évasent de façon... avec des frontières floues. Moi, à chaque fois que je quitte Paris, je me dis, bon, alors, quel est l'endroit où la banlieue se termine et où commence quelque chose, je vais appeler, je ne sais pas, la campagne, comment on va appeler ça? Et en campagne, le mode de vie est urbanisé. Hein. Alors, dans les rêveries, il y a le village, etc. Non. Et donc, et on n'arrive pas à voir la frontière. C'est des sas, on n'arrive pas. Et ça s'évase, et c'est assez... globalisé, homogène sur l'ensemble de la planète, c'est-à-dire les habitats individuels. Aux États-Unis, pavillon gazon à l'infini. Pavillon gazon, etc. Nécessairement les artères, les grandes artères, les petites artères, etc. Les ronds-points giratoires, peut-être, j'avais fait un article sur les ronds-points giratoires. Et grande surface, pompe à essence, nécessairement, pour le moment encore. Grande surface, bloc, mur, muraille, cité. Et à nouveau, pavillon, gazon, pavillon, petit, grand, moyen, etc. Et en Europe, les restes des anciens villages, micro-patrimonialisés au mieux, autour de Paris, avec l'église, l'espèce de rêverie d'un endroit où il y aurait une place avec la mairie, l'église, le café, l'école, que sais-je, le musée, je ne sais pas. Et donc, dans ces espaces très particuliers, donc les architectes ont donné libre cours à leur génie. Et il faut aller voir ce que donne à Marne-la-Vallée, avant Disneyland, les successives créations des architectes, cette profession sublime qui nous donne le réel, qui nous le structure a priori, mais d'une lourde responsabilité. Donc on voit successivement l'énorme théâtre étrusco-gallo-romain
de bande dessinée de Game of Thrones, voilà, le théâtre de Beaufils. Après, un grand camembert, on se dit si on pousse, il roule. Non, non, il roule pas. Si vous voulez, comme chaque architecte, ivre de son génie, n'a pas posé la question à son voisin, qu'est-ce que tu fais toi? Donc vous avez des blocs complètement discordants, etc. Et ça peut être très amusant, mais il paraît que là-dedans, les gens, ça tourne. Bon. Et si vous voulez, bon, il peut y avoir ça, de temps en temps, des inventions stupéfiantes. Mais disons que une des grandes différences du point de vue de qu'est-ce que c'est qu'habiter le dehors, c'est que dans cet extérieur, le plus souvent, on le circule dans des voitures, quand même, pour des tas de raisons, parce que c'est vaste, alors que les centres-villes patrimonialisés, on y va, on peut y aller plus à pied. Il y a quand même des voitures, mais on y va à pied, ce qui entraîne beaucoup de choses différentes. Je vais y venir. Alors, qu'est-ce qu'habiter le dehors? Le dedans est très particulier dans notre culture. D'ailleurs, le dedans, les intérieurs privés, il y a tous ces objets récupérer des voyages, le sable du désert, la photo du voyage, les photos prises devant la pyramide, mises sur le mur à l'intérieur. Les espaces privés intimes sont hantés par le dehors de gens qui travaillent. Je parle des classes moyennes. Et les classes moyennes ont un mode de vie assez globalisé, quelles que soient les religions, c'est un secret, sur l'ensemble de la planète. C'est-à-dire les voitures, le rêve pour l'ethnologue, pour les enfants, donc la scolarité des enfants, sur l'ensemble de la planète, la scolarité des enfants, la voiture, aller, et dès qu'on a un petit peu d'argent, aller au musée. Aller au musée. Et dès qu'on en a, aller voir l'exposition à Londres, des heures de queue, etc. Dès que ça va mieux, vous voyez, on pense toujours les catastrophes quand ça va de moins en moins bien. Mais dès que ça va de mieux en mieux, et ça concerne beaucoup de populations sur la planète entière, y compris en Afrique, explosion des classes moyennes périurbaines, dès que ça va mieux, c'est bien sûr le frigidaire et la machine à laver, bien sûr, la télévision, tout de suite la télévision, voilà. Et puis, et les vacances, etc. Et bien sûr, la culture, le musée, de la culture dans les musées comme valeur intense de ce mode de vie globalisé dans ces espaces, etc., qui font courir les gens. La question, où vont les gens? Qu'est-ce qui les fait courir? C'est plus les pèlerinages, c'est aller voir l'expo. C'est ce que vous faites, c'est ce que vous fabriquez. Donc, voilà. Alors, il me semble que quand on lit les travaux, par exemple, le William T. Seeger, Le désert du désert, ce magnifique auteur anglais qui a défriché des déserts entre les deux guerres, et juste après la guerre en Arabie Saoudite et en Éthiopie, où il n'y avait pas de carte de géographie. C'est lui qui faisait les cartes de géographie. Et dans ses livres admirables sur qu'est-ce que c'est que voyager, partir, habiter le dehors, on voit qu'il y a eu des situations historiques où l'être humain, physique, son corps, ses yeux, etc., pense, quand il dit partir, point d'exclamation, partir, pense qu'il est possible que quelque part, à l'autre bout du monde, il y a quelque chose de différent. Et William T. Seeger le dit très bien, arriver quand on a 20 ans, ou 15, ou 25, ou 90, dans un lieu qu'on n'a jamais vu, sur aucun écran, et qui ressemble à rien de ce qu'on pouvait imaginer. C'est un bouleversement, c'est une aventure des yeux, de la prunelle des yeux, les cheveux se dressent sur la tête, c'est l'aventure du voir. Or, ce qui est typique dans nos sociétés à nous, c'est qu'avec les écrans, qui sont une prouesse technologique faramineuse, l'ensemble des paysages, y compris le fond des océans, y compris la surface de la Lune, y compris maintenant celle de Mars, y compris le désert du désert, y compris les catacombes, le fond de la pyramide, etc., tout ça on l'a en image, en restant dans l'espace intérieur sur le canapé. Ça veut dire que, qu'est-ce que c'est qu'habiter le dehors? Et vous voulez faire sortir les gens, mais chez eux, il y a cette télévision magnifique que je ne critique pas du tout, vous m'entendez-moi bien, il n'en est pas question. C'est la télévision, c'est un truc, je vous dis, après, ça arrive en même temps que le frigo et la machine à laver, dès qu'on sort de l'extrême pauvreté. En même temps, la télé, c'est une urgence absolue. Dans les caravanes, la télé. Les soirs à la campagne, les soirs en montagne, il fait froid, dans le Jura, il fait froid. En Belgique, il fait très froid la nuit, la télé le soir. Le même intellectuel qui la journée au colloque a dit la télé, piège à con, etc. Excusez-moi, le soir, il allume comme un fou. Après la nuit, il zappe. Watch binge, le binge watching devant la télé, n'est-ce pas, les séries américaines. Donc alors, arrêtons de critiquer la télé qu'on dévore. Donc voilà.
Et de moins en moins pour les jeunes générations, mais l'écran est dévoré quand même. Et dans l'écran, il y a les images. Dans la publicité, et dans l'image, il y a le paysage. Et dans le paysage, il y a le paysage alternatif extrême. Et on peut se poser la question, quand les jeunes disent « je veux faire le tour du monde », ces jeunes de ces endroits difficiles que l'on rencontre, avec lesquels on travaille, en tout cas moi, et qui disent partir faire le tour du monde, et où? Mais ils ont tout vu sur les écrans. Et quand on voit les gens habiter, aller vers le dehors sous la forme du tourisme classique, qui est très compréhensible, on travaille, on met de l'argent de côté. Pourquoi? Pour partir en vacances, pour aller où? Voir les pyramides. Et quand on voit finalement que, quand on arrive près de l'objet qu'on a vu 10 000 fois sur l'écran, on le photographie 10 000 fois maintenant. Regardez. Et même, on disait tout à l'heure, même dans les concerts, le chanteur, on le filme pour repasser le film qu'on a vu déjà à la télé, qu'on va repasser, et après, et immédiatement. Et moi, je me suis dit, au fond, il y a un moment, quand on voit la pyramide en vrai, quand on part dans cet univers de démultiplication des images de tout paysage et de toute perspective, le micro, la vie amoureuse des insectes, le macro, la représentation du diplodocus par le numérique, etc. Bref. Au fond, tout voyage, parce qu'on rêve quand même de partir. On ne peut pas s'en empêcher. C'est une chose démente, c'est un vertige. Partir, ou crever. Et c'est pas parce qu'on veut, c'est pas économique forcément. Et quand on rêve de partir, mais au fond, c'est pour comparer cette espèce d'image qu'on a, mettons du Japon, après Hergé, génial, les films de ceci, les romans de cela, on a toute une image en Occident du Japon, et y aller pour voir l'écart entre eux. Le fait d'aller physiquement à l'ombre de la pyramide avec le sable, etc., et la chaleur et les autoroutes et je sais pas quoi, y aller vraiment voir l'écart entre ce monde d'images et y être un peu, même 3 minutes, même en descendant du bus, pour de vrai. Est-ce qu'il y a un écart? Mais si je photographie tout de suite cette espèce de question qui est troublante, mais pourquoi je trouve ça beau, ce gros triangle? D'accord, depuis des millénaires, il te contemple, bon... comme un terril. Non, moi je trouve ça beau, les terrils. Sublime, les terrils. Bon, alors la pyramide du terril, bientôt tous les Japonais devant les terrils, d'ailleurs ça doit commencer. Et donc, alors, bon, pourquoi je trouve ça beau? C'est une question, vous voyez, troublante, qui est énigmatique. Pourquoi je ne me contente pas de le regarder sur l'écran? En plus, je suis mieux placé devant la télé, je le vois de près, je vois le micro-truc qui pousse en haut. Pourquoi je fais le zouave à venir voir la pyramide ou le terril en physiquement vrai? Vous voyez, c'est énigmatique. Si tout de suite je prends mon appareil pour le mettre en photo, c'est que je tue cette question. Et j'avais dit dans le papier que je vous ai fait, je dis au fond, c'est transformer tout de suite l'être au sens d'une énigme qui fait gagner aucun argent, une énigme troublante qui ne produit rien. Tout de suite une photo, moi j'ai quelque chose, je l'ai capturé. Et je le ramène dans la poche. Et après, nous infligeons aux amis, collègues et familles les photos des vacances ou les films, et vous les ennuyez. Un cauchemar, et par politesse, ils ne peuvent pas, c'est des souffrances extrêmes qu'il faut mettre dans la longue liste des souffrances de l'humanité. Je reconnais qu'on la mettra tout en bas, celle-là, quand même, peut-être pas exagéré, mais quand même, il y a la souffrance. Allez voir les photos de vacances des collègues ou des amis, vous voyez, ça c'est quand même terrible. Bon, alors je veux pas être trop longue parce que sinon moi ce que je veux dire maintenant je vais arrêter bien sûr. J'avais plusieurs choses, mais donc le centre-ville on marcher c'est à chaque pas désorienter tout cadre de la perception. En même temps il n'y a plus de récit, en même temps on est en temps réel. Et je suis tout à fait d'accord avec cet auteur français Piette qui dit il n'y a pas de théorie de l'existence en sciences sociales. Et il rappelle lui-même cette phrase, je crois que c'est Simone Veil, qui dit c'est plus important, parfois, mettre un pied devant l'autre ou la seconde qui suit une autre est plus importante que le récit de vie. C'est-à-dire que si on est à l'échelle de la marche, on est dans le temps de la photo, on est dans le temps du tableau, on est dans le temps, ce qu'on va appeler ça le présent, ce serait assez facile, mais de la scène, et pour moi c'est mon objet, la situation, dans la rue, on est dans le temps de l'œuvre d'art peut-être qu'on regarde ou pas. Et dans ce moment-là, si on continue à marcher, en plus il n'y a pas de récit, donc, et rien ne se passe, c'est frappé de banalité, vous baladez, mon Dieu, et alors, voilà. C'est pas mauvais pour la santé, ça coûte pas un sou, ça se promener. Et donc vous rendez pas compte à quel point dans un monde comme le nôtre, à la question partir, point d'exclamation, donc
imaginairement quand même quitter la séduction des écrans qui ont défloré toute image d'alternative extrême que porte le rêve de partir. Donc le désert, c'est vraiment, ou la plage. Les fugueurs veulent toujours aller sur une plage lointaine. Et après, bon. Et donc, vous avez, si vous marchez en bas de chez vous, vous avez peut-être, c'est peut-être les nouvelles jungles, surtout la nuit qui efface les contours et les structures et les frontières, la nuit où le flou s'épaissit et s'obscurcit, et vous avez, si vous voulez, la nuit, voilà une autre jungle à déchiffrer. Les manières de partir et d'habiter le dehors sont en train de s'inventer, de changer. C'est ça que je veux dire, et surtout pour les jeunes générations, parce que si vous vous baladez vous-même, vous verrez que la nuit, ce sont les jeunes qui habitent le dehors, les fugueurs, les amoureux, qui un jour font des cadenas d'amour partout, parce qu'ils se disent, pas de question de se marier, mais est-ce qu'on sera encore ensemble demain? J'ai fait un travail sur les cadenas d'amour, et là, etc. Mais c'est vraiment une histoire d'invention de promeneurs. Et donc, ce sont les jeunes, les fugueurs, les écoliers buissonniers, les gens qui se rencontrent et qui se promènent, les débuts des histoires d'amour, c'est de la balade. Et le banc public, etc. Habiter le dehors. Qui habite le dehors? C'est là la question. Et habiter le dehors, c'est quoi? C'est aller où? Et alors, dans le centre-ville, aller où? Les cadenas d'amour vous donnent une clé, mais bien sûr, maintenant, d'abord, c'est interdit, c'est trop pesant, c'est fini. Et maintenant, et sans doute, il y en a dans le symétrique inverse, parce que ça marche toujours comme ça, c'est-à-dire au fond des catacombes, un petit cadenas d'amour très très élégant, parce qu'ultra vu par personne, au bord de l'abîme, il suffit juste qu'on puisse l'accrocher. Mais si vous voulez, bien sûr que tout le monde va sur le pont, sur l'île de la Cité, sur les quais, en bas du Louvre, le Palais, etc. Peut-être on rentre dedans, peut-être on rentre même pas dedans. Et le début des cadenas d'amour dans Paris, ce qui est une pratique urbaine, pas encore artistique, qui a été interdite ici, transformée en arbre là à Moscou, on a essayé de canaliser, on sentait que c'était, mais qui s'est déployée à la fin du XXe siècle, au début du XXe, et qui maintenant s'effondre parce qu'il y a une saturation, c'est devenu vraiment ridicule, vraiment pour touristes un peu out du film quand même, bon. Et donc les cadenas d'amour, parce qu'on le fait, on jette, ils étaient au chevet ils étaient très très importants au chevet de Notre-Dame, sur le pont de l'évêché, c'est-à-dire, c'est pas une chose religieuse du tout, c'est pas du tout, etc., mais c'est à l'ombre. Et c'est pas du tout, quelque chose de cérémoniel et aucun sacré explicite, mais quand même c'est à l'ombre des grands monuments historiques, culturels ou culturels qui, comme par hasard, sont au centre des villes. Et bravo pour le Louvre d'essayer d'habiter un ailleurs, parce que c'est quand même là une chose centrale, parce que donc il y a plusieurs mécanismes dont on pourrait étudier des facteurs très différents à des échelles différentes. Vous voyez, c'est pas du tout de nos jours dans la société actuelle, etc. Non, qui font que si des gens veulent partir en vacances, se promener, mais habiter le dehors, ils iront dans les centres patrimonialisés des villes, et ce sera moins facile d'aller dans les espaces. Alors venons à Bobigny, il n'y a pas de centre. Regardons le travail, par exemple, là il y a un sociologue français, Lahaye, qui vient de faire un travail sur les gardiens d'immeubles dans une banlieue nord. Il cherche une boulangerie, etc. Notre centre imaginaire, du village imaginaire qu'on a dans la tête, d'ailleurs la télé nous propose 300 personnes de célèbres qu'on connaît au travers de l'écran intransitif de la télé, c'est ce qu'on peut, sans doute cognitivement on est équipé pour ça, connaître environ 300 personnes, habiter un endroit de 5000 personnes, mais alors d'être des milliards sur la planète, ça on devient l'être humain, homo sapiens sapiens, là vous, et vous voyez l'univers télévisuel reproduit ce qu'on peut appréhender, donc comprendre. C'est un peu, et donc dans ce système-là, voilà, on cherche le centre-ville. Moi, quand je fais mon ethnologie du dehors, basket, fleur au stylo, sac à dos, aucun vraiment vadrouillé. Je cherche un centre. Dans toutes les villes, normalement, ça m'y conduit. La rivière est un peu en bas. Quand ça descend, il y a des chances qu'on aille vers la rivière, même si on n'a pas de carte, on va, etc. Et dans ces banlieues-là, Aulnay, etc., ou Bobigny surtout, il n'y en a pas. Et le centre historique est dévitalisé, comme à Sarcelles. C'est un fantôme, c'est du théâtre. L'église ancienne est ridicule. À Montreuil, la magnifique église du XIIe siècle.
Tout le monde s'en fout. Le truc dans les bars de hard, là, il y a le centre administratif. Là vont les gens. Où vont les gens? Ils sont dans les grandes surfaces ce samedi après-midi. Ils sont venus en voiture. Et la voiture, le marché à pied vous décadre le contenu de votre perception, ce qui est troublant, ce qui empêche le récit, ce qui freine les interprétations. Alors que dans l'écran dans tout écran qui est lui-même un cadre, vous avez la structure de la production de l'objet iconique que vous avez sous les yeux qui fait qu'il est cadré. Dans le scénario, les entretiens, on enlève les blancs, on enlève les points de suspension, c'était logique, on court vers la suite. D'ailleurs, l'accélération des clips, etc. Il ne faut pas faire quelque chose à la Virilio, la vitesse et tout ça, non. Mais très concrètement, ce que vous regardez à la télé s'accélère. Les débats, les jeunes speakerines obligées elles marchent, elles parlent en courant. Plus de silence. Il faut que ce soit un Modiano pour bafouiller encore un peu. Une élocution, une virtuosité, une rapidité. Les blagues qui fusent, tac, tac. Et vous voyez, même ça, c'est un cadre. Et les gens obligés de ressembler à ça. Déjà qu'on apprend à la télé, les bandits, comment faire des casses, et les jeunes, comment faire l'amour, comment dire bonjour à quelqu'un. Et ben, on apprend aussi qu'il faut parler très très vite comme ça, en balançant des blagues un peu, un peu olé olé. Et, bon, et donc vous voyez, si vous vous baladez, vous basculez dans autre chose. Je dis pas que tout de suite. C'est là où peut-être politique et poétique se rejoignent dans la plus totale banalité, mais la noble banalité de ce qui est mon Dieu, on est encore vivant, on est encore là, etc. Dans quel monde on est? La question de l'ethnologue. Donc je vais m'arrêter, je sais que j'ai trop. Mais si vous voulez, voilà, c'est des réflexions comme ça, qu'est-ce qu'habiter dehors, et dans ces espaces périurbains qui sont l'avenir démographique de la planète, comment y mettre de la culture, alors là, et faire marcher les gens, et voilà, ça c'est un gros problème. Donc en tout cas, le rapport, le lien culture-urbanité par la réappropriation de l'espace d'une certaine... on a essayé de provoquer une boucle. Madame a une question posée. Oui, en fait, vous parlez d'habiter le dehors, et je pense qu'effectivement, c'est une question qui est tout à fait dans l'air du temps. Par contre, je n'entends que très peu la question de l'humain derrière tout ça. Je pense que le vrai voyage, il ne se fait pas à travers la télé ou à travers des voyages en vacances, mais ici en ville, par la chance qu'on a de vivre dans une ville remplie de cultures différentes et d'horizons divers, je pense que le vrai voyage, il se fait d'abord à travers la rencontre de l'autre. Et j'ai l'impression qu'on oublie un peu ces questions-là dans le débat de cet après-midi. Je trouve ça dommage. Je pense que la meilleure manière de réconcilier la ville à l'urbanité, c'est à travers l'humanité, en fait. Donc voilà, je voulais savoir un peu ce que vous pensiez par rapport à ça. Et alors, voilà, quels seraient c'est une question ouverte à tout le monde, mais les moyens qu'on pourrait mettre en place pour se réapproprier l'espace. Et je pense que la meilleure manière, à mon avis, ce serait à travers la rencontre et remettre au goût du jour la convivialité et les relations non plus virtuelles et séparées par un écran, mais plutôt réelles, comme ça a pu l'être auparavant, et revenir à des choses plus simples, à des vraies valeurs. Donc voilà, c'est une question, une réflexion ouverte. Mais je vous remercie, bien sûr. Disons que moi, j'étudie du point de vue de Montbéliard, donc je ne me dis pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, etc. Sont des pistes de réflexion. Je pense à quelqu'un qui quitte sa maison, il y a les vitres déjà, il y a la télévision qui est une autre fenêtre, il prend son ascenseur, il rentre dans la voiture, il sort, il y a l'écran de la voiture, il fonce l'espace périurbain, donc au boulot, ou dans le métro où il y a des paysages de chevaux et des affiches au mur, il remonte dans l'ascenseur de son boulot, dans le bureau, les collègues ont mis des fleurs et les magnifiques photos de vacances avec le désert et tout le tralala, et après il redescend, et après le soir il voit à la télé des choses du bout du monde ou des choses très dures, et ils n'ont pas réalisé qu'ils n'ont pas quitté une structure très encadrée des conditions physiologiques, donc phénoménologiques, de leur perception. Et là, je ne suis pas c'est bien, c'est mal. C'est comme ça. Et donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont virtuels, ils sont humains, ils sont bien sûr... Et d'ailleurs, tout ce truc, la vie, ils savent, tout le monde, même les gosses savent la différence entre le virtuel et le non virtuel. Et maintenant, on sait que les gens, en gros, ils vivent uniquement en pensant à autrui. Donc, tout le monde est hanté par le lien avec autrui. Et c'est ça qui fait, et la solitude dans les villes, etc. Mais là, on change de sujet, parce que si une structure amène un grand musée dans un endroit imprédictible, avec un pari architectural très original et très courageux,
c'est de l'humain. Et quand lui, il est là pendant des années à essayer de faire naître le projet venant de l'autre, c'est de l'humain. Et tous les projets, les repas de voisins, etc. Et faites confiance aux gens. Ils essayent. Et il y a beaucoup, c'est pas vrai. Uniquement ces histoires de gens qui meurent tout seuls chez eux ou qui se font agresser dans le métro et tout le monde regarde le viol en se cachant à moitié, etc. Il y a l'inverse tout le temps. Et quand les vieux couples meurent, l'autre meurt tout de suite à côté parce que c'est pas qu'il s'aimait de moins en moins, c'est qu'il s'aimait de plus en plus. Je veux dire, ne pensons pas que jadis il y avait de l'humain et maintenant il n'y en aura pas. L'humain fabrique le social avec l'inhumain à intensité et diversité, complexité égale. Donc on n'est pas là dans l'humain ou dans le non-humain. On est dans comment on vit. Et dans quel monde on vit. Bien sûr, il y a l'humain, et vous allez sortir. Alors, vous allez prendre un taxi, le métro, le train, aller au marché, rentrer chez vous. Après, forcément, il y aura un moment dans la semaine, les courses au supermarché, ou même s'il y a les copains qui font du bio, c'est quand même tout un... etc. Et ce mode de vie-là que nous avons, nous ne pouvons pas aller comme Robinson dans une île déserte. Et nous en profitons beaucoup de ces objets, de ces écrans, etc. Donc, si vous voulez, c'est pas du tout la froideur du truc contre l'inhumain, il faudrait mettre de l'humain. L'humain, il y est, on baigne dedans. On est complètement... Moi, je suis pas du tout pour ce truc, les gens sont égoïstes. C'est d'une fausseté absolue pour les sciences sociales. Le problème, c'est que il y a des mécanismes qui font qu'il y a des invalidités de perception à cause des conditions. De la façon de... Voilà, dans la croissance d'un être humain, si, voilà, un jardin, d'ailleurs, le paradis est imaginé comme un jardin, il semblerait que ce soit mieux parce qu'il y a du non-verbal, parce qu'il y a des odeurs, parce qu'il y a un peu de douleur si on tombe. Pour un tout petit enfant de 2 ans, un vrai jardin, avec des feuilles, enfin un truc un peu mieux qu'un canapé avec des pop-corn et les trucs et l'écran et les radiations de l'écran. Voilà, je pense que ce serait un peu mieux. Mais je dis pas du tout jadis il y avait les jardins et pas maintenant. Pavillon gazon, vous voyez. Et les écrans nous délivrent de l'ennui. C'est encore l'ennui dans les hôpitaux, l'ennui quand on est invalide, l'ennui dans les prisons. Il faut quand même... Quoique la télé, on ne peut plus la supporter en prison. Enfin, si vous voulez, voilà, je réponds un peu comme ça à ce que vous dites, parce que sinon on est là, vive l'humain, mangeons ensemble, et souvent c'est assez fabriqué. Hein. Monsieur, on va encore se donner 10 minutes environ, ça vous va? Oui. Jusqu'à 14h, oui. On sera dans les temps. Je suis évidemment très intéressé par votre discours, par votre approche. Et Thierry Pacaud étant un ami, je m'y retrouve avec affection. J'ai depuis très longtemps milité pour 2 choses. C'est une vision anthropologique de l'architecture. Et deuxièmement, en matière d'urbanisme, ayant travaillé pendant près de 30 ans sur les problèmes qu'on appelle le développement, les périphéries urbaines sont le vrai enjeu d'aujourd'hui et de demain dans le monde. Donc, absolument d'accord avec cette approche. Juste une petite réaction par rapport à vous disiez tout le monde rêve de partir. Et là, assez récemment, j'ai relu l'Odyssée. Et en fait, je me suis rendu compte que partir, c'est en fait chercher d'où on vient. Et ça, c'est intéressant. Parce que, est-ce que nous ne cherchons pas tous à partir pour aller chez nous? Se retrouver soi-même. Trouver un lieu où nous sentirions chez nous, en fait. Parce que quand on relit l'Odyssée, Ulysse cherche, après la guerre, il cherche à retrouver Ithaque. Et quand il arrive, il passe une nuit avec sa femme et il repart. Et il repart pour chercher, en fait, quelque chose qu'il n'a plus retrouvé à Ithaque. Donc voilà, je voulais vous faire réagir là-dessus, mais je crois qu'il y a là quelque chose de très profond que nous apprend l'Odyssée. Je vous remercie pour tout ça. Juste un point. Quand moi je pense au verbe
partir un peu comme un cri, un point d'exclamation. Je pense beaucoup à ces adolescents qui, à un moment, et après ça se tasse, et encore, je l'entends dire, donc veulent claquer la porte. C'est pas vraiment la fugue, mais c'est être ailleurs. Et dans mon travail sur l'ennui ordinaire, je me suis dit, au fond, tout se passe comme si dans ces mondes périphériques ou dans nos formes d'habiter. Donc je ne pensais pas au partir de l'adulte, si vous voulez, qui là est un peu différent. Je pense que la question de l'ailleurs ou de l'autrement, pour la génération, au sortir de l'enfance, l'idée de quel est le monde, la question quel est le monde derrière au fond de l'écran ou à l'horizon quand j'ouvre la fenêtre, la question quel est le monde pour celui qui sort de l'enfance. Elle est énorme, cette question. Bien sûr, mais quelque chose le pousse. Peut-être plus que... Bon. Mais ce que je veux dire, tout se passe comme si, dans un espace donné, les gens se posaient la question, mais où est le centre du monde? Et dans le centre du monde aurait lieu la vraie vie, avec 2 majuscules. Et on voit bien, sous l'Ancien Régime, c'était très polarisé. Donc là, voilà, une société très hiérarchisée où le sacré, la beauté, les couleurs, les choses sublimes sont portées par un même et mis en spectacle par la classe très très privilégiée. Et on court pour les voir passer, on les robe, on les imite. Il y a une espèce de voilà le courir, grimper. Et dans l'imaginaire depuis le 19e siècle, la vraie vie, c'est arriver, monter à la capitale, courir, aller au centre, vivre dans l'endroit, les quartiers un peu, vivre par exemple. Dans tel endroit, c'est être comme dans une poubelle, et dans tel endroit, on fait exactement la même chose, mais là, c'est merveilleux parce que c'est tel endroit, c'est Saint-Germain-des-Prés. Vous voyez, je parle pas tellement, même un tout petit logement à Saint-Germain-des-Prés, un truc plus grand ailleurs, donc je parle pas de la chose économique, mais il y a une espèce de jubilation utopique, c'est habiter le centre du monde. Et nous, il est au fond de l'écran. Et le rêve de la jeunesse, le partir, c'est rentrer dans l'écran. Donc, bien sûr, c'est se chercher, etc., mais au plan de l'histoire de l'individu qui une fois qu'il est parti, c'est la chanson de Charles Bois. Alors, et combien après mai 68, dans les plages dont ils ont tellement rêvé, dans les plages ils s'embêtent d'abord, le sable ça gratte, ils s'emmerdent horriblement, et puis, ils ont très soif. Bon. Et donc le partir, je parlais ethnologiquement du partir qui fait irruption à la fin de l'enfance et qu'on constate. Mais sur un autre plan, qui est le plan du rêve humain d'autre chose, là, quoi. Alors là, il y a le grand débat entre taureaux et je sais pas, l'idée, est-ce que faire 3 fois le tour de son jardin, c'est pas, pendant toute sa vie, c'est pas un voyage aussi compliqué, vertigineux et fascinant, puisque le moindre pétale est vertigineux, que faire 50 fois le tour de la... De toute façon... ce partir contemporain, mettons, aller au bout du monde. Je parlais aussi du fait que dès que les gens en ont un peu les moyens, ils les prennent, ces avions. Bien qu'ils aient là une trouille terrible. Ils y vont sur cette plage du l'île. Et même les riches extrêmes, ils s'achètent une île. Vous voyez, c'est ça dont je parle. Et vous parlez d'histoire profonde du sujet. Bien sûr, vous avez raison. Mais moi, je parle vraiment... de ce qui produit même de l'économique, de ces migrations. Vous voyez, les Français ont très peur des migrants, etc. Oui, mais le tourisme, c'est 30 millions de personnes qui arrivent. Voilà, c'est les migrations heureuses, mais elles sont... Et parce que c'est... Et pourquoi ? C'est pas du tout, on les oblige pas, ne partez pas en vacances, que vous allez prendre l'avion, aller en plus, monde périurbain, bus, station d'essence, McDonald's, partout, et après des heures et des heures et des jours, vous arriverez enfin dans le village de la hutte du bongo, n'est-ce pas, qui va, pour le touriste, faire boum, 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 etc. Après, clic, 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 photo, restez chez vous et regardez un film ethnologique de qualité. Vous voyez, on pourrait... Mais non, ils le font. Elle vous invite à relire à rebours, en fait, maintenant, après l'Odyssée. Il faut passer à Huysmans. Non, ils le font. Vous voyez, c'est ça dont je parlais. Et d'ailleurs, que je respecte, je me moque pas de ça, parce que je trouve ça... Castel, le sociologue regretté, il disait, mais le rêve du voyage dans une ville, ce qui a été 36 dans une vie... très coincé depuis des générations dans un endroit, le rêve de... Alors vous dites où être, où habiter, et dit ça c'est chez moi. On rencontre dans les biographies quelqu'un qui va au bout du monde, il dit
Là, ça, j'y reste, c'est chez moi, ça arrive tout le temps. Et là, vous avez raison, c'était très énigmatique, parce que ça contredit complètement l'idée d'autochtonie. Là, c'est chez moi parce que mes ancêtres ils sont enterrés, que l'arbre de filiation, et je suis de souche, etc. Puis tout à coup, on va au bout du monde et il dit non, 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 cette petite crique, c'est chez moi. Et ça, c'est très beau, et c'est vrai que ça, c'est pas du tout rare, c'est une chose. Voilà, est-ce que on décide qu'on en reste là ou est-ce qu'on arrive de toute façon au temps qui est imparti? Moi, je voudrais évidemment remercier nos invités. J'espère que on va se précipiter le plus tôt possible. Il faut d'ailleurs qu'on en parle à Lens. Encore aller à Mons, parce que Mons, ça ne dure qu'un an. Nous, on sera encore là. J'allais y venir. Juste une dernière chose à propos de Mons. Ouais. Tu vas devoir répondre. Autant j'apprécie le projet que vous menez avec les habitants, autant je trouve la gare de Calatrava une aberration totale. Pourquoi en fallait-il une deuxième en Wallonie? Tu n'es pas obligé de répondre. Tu n'es pas responsable. Voilà, je comprends pas. Là, on est. C'est le prochain débat, ça. C'est architecture. On est dans un complexe de type. Mais Loïc va vous répondre, mais on est bien d'accord qu'il n'y a pas de responsabilité première dans la gare de la Calatrava. Mais de toute façon, la Fondation Mons 2015 n'a même pas de responsabilité dans la gare. C'est un projet de la SNCB, c'est un projet d'Electrabel et de la ville et de la région. Donc nous-mêmes, en tant que Fondation Mons 2015, on n'a rien à voir avec la gare, quoi. Donc, c'est souvent, d'ailleurs, c'était peut-être tout à l'heure sur les conflits, c'était un gros point de conflit au début avec les habitants, puisque nous, on est responsable de tout. Maintenant, on est aussi responsable de tout ce qui se passe. C'est le principe. Nous, on a un bourgmestre à Charleroi qui est responsable de tout. Hein. Mais de tout. Hein. Les conflits au Moyen-Orient et tout, il est toujours derrière. Voilà. Donc moi je remercie nos invités. Donc Mons, oui, je dis parce que c'est important aussi toute cette dynamique de terrain et c'est bien aussi d'y participer et de venir voir ce qui s'y passe, de participer à leurs événements. Hein. J'ai une question quand même. Parce que de manière très pratico-pratique, je pense avoir quand même suivi un peu le programme, mais ça c'est des choses que je n'ai absolument pas entendu parler, je n'ai pas vu. Moins de médiatisation peut-être. Alors c'est dans tous les trimestriels, mais c'est des pavés, hein, donc il y a plus de 200 pages, donc il faut les lire, quoi. Simplement, c'est des niveaux de communication. Une Expo Van Gogh, c'est chez nous il y a 4 niveaux. C'est du niveau 1, c'est de l'international, tous les projets. Les projets de territoire, c'est une communication sur la région et un peu l'extérieur. Il faut vraiment se plonger sur le site ou dans les trimestriels pour y aller, quoi. Parce que Mons n'est pas que le centre-ville, effectivement, et toute cette région. Donc, pour la 3e fois, je remercie mes invités. Je vous remercie, vous, évidemment, parce que ce qui est très important dans ce genre de rencontre, c'est que vous nous donnez du temps. Nous, on vous donne du temps aussi, mais vous venez nous donner votre temps, parce que sinon, il n'y a pas d'échange possible sans que vous l'acceptiez de donner du temps. Donc, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Je ne sais pas, c'est ma collègue Sabine qui organise pour la Présence Action Culturelle. Donc, je ne sais pas quels sont les prochains rendez-vous. Moi, je ne viens ici en tant qu'invité également. Et ben voilà. Donc à bientôt.